Le Kremlin a promis la transparence. Ça peut faire sourire. Sur la mort de Navalny. Alors, pourquoi le corps de celui qui était jusqu'ici l'opposant numéro 1 à Vladimir Poutine est introuvable? La porte-parole de Navalny a publié ce message sur X, un message assez hallucinant. L'avocat d'Alexeï et sa mère sont arrivés à la morgue de Salékarde. Elle est fermée, mais la colonie leur a assuré qu'elle fonctionnait et que le corps de Navalny était là. L'avocat a appelé le numéro de téléphone qui se trouvait sur la porte. On lui dit qu'il était le 7e appelant aujourd'hui et que le corps de Navalny n'est pas à la morgue. On ne sait pas où il se trouve à l'heure où nous parlons et son équipe a publié un message sur Telegram il y a quelques heures disant que les tueurs veulent couvrir leurs traces. Ils parlent de ceux qui ont assassiné Navalny selon eux. Pour comprendre ce qui se passe, regardez, il est évident que les tueurs veulent couvrir leurs traces. C'est pourquoi ils ne remettent pas le corps d'Alexeï et le cachent même à sa mère. Message posté par l'équipe de Navalny. Pour comprendre ce qui se passe, accueillons ce soir Jean-François Boutor. Bonsoir. Bonsoir. Jean-François Boutor, essayiste spécialiste de la Russie, auteur de Poutine, la logique de la force aux éditions de l'Aube. À la Poédie, bonsoir. Franco-ukrainienne, juriste en droit international. Claude Blanche-Maison, bonsoir. Bonsoir. Ex-ambassadeur de France à Moscou, auteur de Vivre avec Poutine aux éditions Temporis. Arlette Chabot, bonsoir. Et Général François Chevoncy, bonsoir, consultant géopolitique pour LCI. Pourquoi le corps de Navalny est introuvable? Écoutez, il y a plusieurs hypothèses possibles. D'abord, il peut y avoir l'hypothèse la plus stupide, qui est celle de, si j'ose dire, du bordel post-soviétique, mais que donc les ordres ne sont pas clairs et que personne n'ose s'engager. Moi, j'aurais je penserais pour une autre hypothèse plus politique, à mon sens, qui est la volonté de montrer le mépris qu'on a autour de cette affaire, à la fois pour la personne de Navalny, mais aussi le mépris pour, au fond, les réactions internationales que ça peut susciter. Vous avez vu que cette mort a été annoncée le jour de l'ouverture de la conférence de Munich sur la sécurité, le premier jour ou la veille de l'ouverture de la campagne officielle pour l'élection présidentielle en Russie, et que M. Peskov nous a fait un petit numéro digne de la Pravda quand il était interrogé en disant qu'il fallait prendre toutes les mesures d'enquête, etc. Enfin bref, n'importe quoi. Et donc la démonstration qu'au fond, on est au-dessus de tout ça. Moi, je me rappelle parfaitement qu'au moment de la mort d'Anna Politkovskaya, qui provoquait un émoi sur toute la planète, Vladimir Poutine, interrogé lors d'une conférence de presse, a dit qu'elle était une personne insignifiante. Donc voilà. Et alors je voudrais juste, puisqu'on parlait tout à l'heure, avant que ce plateau ne commence, faire part d'une idée qu'on a évoquée. Je trouve que pour répondre à ce mépris, il faudrait proposer que désormais l'adresse de l'ambassade de Russie, ça soit boulevard Navalny. Et la mairie de Paris pourrait très bien faire ça. Ça pourrait être un geste, en effet. Parce que vous imaginez tous les courriers arrivant à l'adresse ambassade de France, boulevard Navalny, ça serait formidable. De Russie. À la Poédie, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mystères sur la mort de Navalny. On avait quand même eu des images de lui, même s'il était affaibli par les conditions de détention terribles. On le voyait quand même capable de s'exprimer. Et puis tout d'un coup, on nous explique qu'il a fait un malaise lors d'une promenade et on est incapable de présenter son corps. Oui, pour moi, c'est tout à fait normal, même c'est pas étonnant, parce que déjà, le pouvoir russe, le pouvoir de Poutine, ils ont fait une erreur à laisser partir Alexeï Navalny quand il était empoisonné en Russie. Ils l'ont laissé partir à Berlin pour se faire soigner et bien sûr toutes les analyses ont été faites et le pouvoir était carrément accusé de l'empoisonnement par l'un des produits de Novichok, donc cette arme chimique russe. Cette fois, ils ne veulent pas répéter cette erreur. Et n'oublions pas que Navalny, c'était le personnage politique dont Poutine n'appelait jamais par son nom. Pour lui, cet homme n'avait même pas de nom.
Et aujourd'hui, même le corps n'existe pas. Quelque part, dans la logique poutinienne, nous sommes tout à fait en plein dedans. Et je ne pense pas que c'est vraiment quelque chose qu'ils cachent ou spécialement. Ils ont décidé de ne pas le présenter. Et surtout, il faut savoir qu'en Russie, une loi existe que pour les terroristes ou pour tous ceux qui se soulèvent contre le pouvoir, on peut les enterrer sans présenter le corps à la famille. Parce que leur corps est considéré en tant que corps des ennemis de l'État. Donc, quelque part, Navalny, il rentre aussi parfaitement dans ce cadre juridique parce que le pouvoir poutinien, malgré tous les horreurs et les crimes qu'il perpétue, ils essaient de démontrer qu'ils respectent la loi, malgré ce que ça peut nous influencer comme idée. Claude Blanche-Maison, qu'est-ce que ça vous inspire ? Maintenant, on a deux versions. La version de l'administration pénitentiaire russe qui nous dit qu'il a eu un malaise après une promenade, qui d'ailleurs n'a peut-être pas eu lieu parce qu'il était peut-être au mitard ce jour-là, et les gens du mitard ne vont pas en promenade. Mais enfin, peu importe, c'est la version de l'administration pénitentiaire, plus ou moins confirmée par Peskov, en disant on fait une enquête et vous verrez bien le résultat de l'enquête. Et puis la version de l'avocat et de la famille qui dit le corps a disparu et nous, on veut qu'on nous rende le corps. Évidemment, c'est logique. D'ailleurs, c'est légal. Hein. L'administration pénitentiaire russe a le devoir de rendre le corps d'un prisonnier qui est décédé en détention dans les 2 jours, je crois. Alors les 2 jours ne sont pas encore tout à fait écoulés. Oui. Mais évidemment, ça suggère, on n'a pas de raison de croire plutôt la version de l'administration pénitentiaire que celle de la famille. Moi, j'ai plutôt tendance à croire celle de la famille. C'est-à-dire qu'il a été tué, probablement, ou qu'à ce moment-là, on démontre le contraire. Mais pour ça, il faudrait montrer un corps sans blessure. Il est probable que ce corps, en effet, a des blessures ou qu'il y a des traces d'empoisonnement ou d'autres choses qui ont provoqué la mort. La vraie question, c'est est-ce que la mort était programmée ce jour-là par Poutine, par le Kremlin? C'est possible, puisqu'en effet, ce jour était bien particulier. C'était le jour où la France et l'Allemagne signaient un accord, pratiquement une alliance avec l'Ukraine. C'était le jour où on allait parler beaucoup de tous ces sujets à Munich. Or, il y a 17 ans, à Munich, la vedette, c'était qui? C'était Poutine. Il y a 17 ans, Poutine racontait « Bon, les Occidentaux me baladent depuis quelques années, maintenant c'est fini, je vais défendre mes intérêts. » Aujourd'hui, il ne peut plus mettre les pieds à Munich. Aucun Russe ne peut mettre les pieds à Munich. La conférence se déroule sans présence d'aucun Russe. C'est d'ailleurs dommage parce que ça permettrait des discussions utiles. Alors effectivement, en plus, comme ça vient d'être dit, on est à 1 mois exactement de l'élection présidentielle. Oui, jour pour jour. Et effectivement, si la date a été programmée, c'est véritablement une volonté de défi, un avertissement donné à tous les dissidents et à tous les électeurs et en même temps, en effet, détourner l'attention de ce qui se passe à Munich et de ce qui s'est passé avec ces accords de sécurité entre l'Ukraine et l'Allemagne et entre l'Ukraine et la France. Parce que ça inquiète plus qu'on ne le croit la Russie, ces accords de sécurité, qui ressemblent un petit peu à une alliance au bout du compte. Et la Russie, quoi qu'on en dise, est inquiète. Parce que ça engage l'avenir sur 10 ans renouvelables, c'est-à-dire sur la période longue. Et ça, c'est probablement très, 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 très embêtant aux yeux du Kremlin. Alors, toutes ces hypothèses sont possibles. Même une autre hypothèse, qui est l'hypothèse de l'accident, que les matons l'aient battu pour une raison ou pour une autre. Par exemple, parce qu'il avait plaisanté avec le président du tribunal la veille, oui. Et que ça ne se fait pas. Et le président du tribunal, il a ri devant les blagues de Navalny, parce que Navalny est un type sympathique, oui. qui fait rire les gens. Le président du tribunal, il a ri, et le policier aussi. J'aimerais bien savoir d'ailleurs où ils sont ces deux-là aujourd'hui. C'est vrai, aussi, on ne les trouve pas. Très intéressant l'hypothèse soulevée par Jean-François Boutor-Arlette sur le fait qu'il y ait des réactions extrêmement violentes de la part du camp occidental depuis 24 heures, et que la réponse du Kremlin, le corps de Navalny, nous, on ne sait même pas où il est. Oui, Navalny n'a aucune importance. Donc, au fond, il est mort. C'est sans intérêt, ce n'est pas un événement. Je pense que Jean-François, effectivement, dit les choses. Il faut rappeler quand même, depuis ce matin, on a suivi les épisodes avec les déclarations des proches de Navalny. C'est-à-dire, effectivement, sa mère qui est informée officiellement de sa mort, elle demande où est le corps, et vous avez raconté, on lui dit mais il n'est pas là, il est à la morgue. Donc ils vont à la morgue, ils s'aperçoivent qu'il n'est pas là, et on leur répond que les investigations pour connaître la vérité continuent. Et au fond, la dernière information était que le corps serait rendu, enfin que les investigations seraient terminées la semaine prochaine. Donc ça veut dire qu'une semaine
dans quel état, pardon de le dire comme ça, sera le corps dans une semaine? Si effectivement on pouvait deviner que la mort n'est pas naturelle, peut-être dans une semaine, ce sera beaucoup plus difficile. Et encore une semaine, ce n'est pas évidemment exclu qu'on entende dans quelques jours qu'il faut naturellement aller plus loin dans les investigations et qu'il faudra quelques jours de plus. Donc, je pense qu'il y a une espèce de je vais dire, désinvolture, mépris, volonté d'effacer totalement Navalny qui explique ce qui s'est passé, encore une fois, ce matin. Si ce n'était pas aussi tragique, ce serait vraiment presque un comique de plus très 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 mauvais goût. Donc c'est ça où on joue avec l'émotion, sa mère, je veux dire, tout ça est un mépris absolu. Donc dans une semaine, pour l'instant c'est le délai, on rendra le corps dans une semaine si les investigations sont terminées. Et ça me rappelle, si vous permettez, ça me rappelle qu'en juillet 2017, Xi Jinping n'avait pas permis à la femme de Liu Xiaobo d'être présente dans ces dernières heures. Il était en train de mourir, il était resté dans une chambre pénitentiaire et il a été incinéré aussitôt. Il y a eu juste une cérémonie avec sa veuve de dispersion de ses cendres, contrairement à toutes les habitudes de deuil chinoises, et que le sommet, ça a été le frère de Liu Xiaobo qui a été obligé de dire que tout ça répondait aux demandes expresses de la famille. Et donc, c'est le même modèle de domination absolue du pouvoir sur les corps, sur les individus, sur les personnes qui ne comptent pour rien. Il n'y a que la logique du pouvoir qui compte. Général Chevauvency. Tout a été dit. Je dirais simplement qu'il faut retenir que la Russie est responsable de ce qui s'est passé, quelles que soient les causes. Parce que quand on condamne quelqu'un à tant d'années de prison, quand on le traite aussi mal, comme ça a été le cas depuis des années, comment voulez-vous qu'un homme comme ça ne soit pas affaibli à un moment donné, et en plus il est soumis à d'éventuelles brimades en Arctique, comment voulez-vous qu'il n'y ait pas un accident un jour qui soit provoqué ou non provoqué? Voilà. Moi je dirais, je m'intéresserais plutôt, une fois que j'ai dit ça, aux effets. Quelles vont être les conséquences réelles de cette mort, qui arrive à un moment bien particulier, entre la chute d'Avdiivka, entre la conférence à Munich, entre les partenariats avec la France et l'Allemagne et l'Ukraine, mais aussi la Grande-Bretagne il y a quelques semaines. Donc tous les États principaux européens ont signé des accords de défense et de partenariat de défense avec l'Ukraine. Donc quelles vont être les conséquences de cette mort sur l'ensemble de cette dimension à la fois diplomatique et militaire, aussi un effet sur les opinions publiques? Oui. Ça aussi, est-ce que ça va changer un petit peu notre perception de ce conflit, notre perception de la Russie? Voilà, on est plus dans le questionnement. Et moi, je dirais qu'il est peut-être un peu tôt pour faire beaucoup de pronostics. Pour l'instant, c'est l'indignation. Bien. Maintenant, d'ici une semaine, on va voir ce qui va se passer. Est-ce que d'abord, le cas Navalny va disparaître? Y compris, d'ailleurs, on n'en parlera plus, même chez nous. Est-ce que ça va être relancé par des organisations, par des associations, par des hommes politiques avec des prises de décision? Alors pourquoi pas le boulevard? Mais enfin, si c'est un maréchal d'Empire, ça ira pas. Hein. Je vous le dis tout de suite. On pourrait voir la rue, en fait. Bon, voilà. Mais voilà, donc on est un peu dans les interrogations. Moi, on peut faire plein d'hypothèses, mais je suis vraiment dans l'expectative de dire quelle va être vraiment la conséquence ou quelles seront les conséquences de cette mort. D'abord, est-ce qu'il y en aura vraiment, à part, je dis, l'indignation des 48 heures, et est-ce qu'après, ça va changer quelque chose dans la détermination des uns ou des autres? Voilà, c'est un questionnement, et je pense qu'on y verra plus clair dans quelques jours pour savoir exactement qu'est-ce que ça a changé. Le fait est cependant que l'opposition dissidente interne à la Russie a pratiquement disparu. Pareil, la tête de file, la tête d'affiche a disparu. Et on peut effectivement remarquer positivement qu'il y a quand même un certain nombre de Russes qui ont ont eu le courage. On va les voir. De montrer leur peine, avec ce qu'on a vu comme, bien sûr, arrestation et répression, même si on ne la voit pas trop violente, mais il y a répression quand même. Oui. Voilà. Et est-ce que ça va changer quelque chose en Russie? Et puis finalement, dernier point, la dissidence extérieure, où est-elle? Est-ce qu'on en parle encore? Est-ce qu'elle existe encore? Quelles vont être les têtes d'affiche? Alors, je crois qu'il y a un oligarque, on nous a parlé cet après-midi, comme Rodorkovsky. Voilà, Rodorkovsky, voilà, peut-être. Mais enfin, pour l'instant, moi, en extérieur, j'ai l'impression que la dissidence russe n'existe plus. On va écouter, puisque vous parlez de ces Russes qui ont eu le courage de rendre hommage à Navalny face caméra, on va écouter ces Russes dévastés par la mort de Navalny. Au micro, notre correspondant Jérôme Garot et Gilles Parot. J'ai l'impression que l'espoir est mort, l'espoir que les choses aillent mieux, l'espoir d'avoir une certaine liberté.
Il reste fidèle à ses principes. La peur ne le paralysait pas. C'est une énorme perte pour l'opposition russe. Nous avons perdu un grand homme.